de l'état de l'art en fait dans les CPTS en fait en région, mais surtout aussi vous faire partager, des expériences en fait qui marchent bien par rapport aux missions socles. Donc merci, aux différentes personnes qui vont intervenir. Donc il y a Juliette qui est chargée en fait des CPTS au sein de l'inter-URPS. Il y a Fanny qui est la directrice de l'URPS pharmacien. Et puis 2 pharmaciens, Claire Hélin, donc qui est installée en fait à Rennes et qui est, coprésidente en fait de la CPTS du Grand Valenciennois, et Guillaume Racle, qui est fondateur de la CPTS, un des fondateurs de la CPTS de l'Aisne. Juliette, je vous laisse la parole pour introduire en fait les CPTS. Oui, tout à fait. Alors, on a préparé un petit support de présentation pour cette réunion que je vous propose donc de vous partager. Avant, ça nous semblait important de faire un petit sondage pour voir un petit peu voilà, qui vous êtes. N'hésitez pas également à allumer vos caméras, c'est toujours plus sympathique quand on se voit. Et donc, je vais tout de suite lancer le sondage pour déjà savoir s'il y a une CPTS sur votre territoire. Donc, vous avez le sondage qui s'affiche dans l'onglet Conversation et vous pouvez y répondre. On va voir les résultats en direct. Pour l'instant, il y a 2 répondants, donc n'hésitez pas à aller dans l'onglet Conversation. En tout cas, on voit pour l'instant qu'au niveau pharmacien, par rapport aux participants, vous êtes à plus de 90%, à savoir qu'il y a une CPTS sur votre territoire. Donc, n'hésitez pas, hein, vous pouvez continuer à répondre au sondage, ça nous permet vraiment d'avoir la tendance. Je vais lancer la deuxième question, puisque vous avez bien identifié qu'il y a une CPTS. Est-ce que vous en faites partie? Oui ou non? Voilà la deuxième question. Pour l'instant, vous êtes à 100%, faites partie de la CPTS de votre territoire. Donc, on a quand même vu hein, dans les inscrits qu'il y avait des pharmaciens qui n'étaient pas en CPTS. D'où l'intérêt aussi de cette réunion, hein, à la fois de vous éclairer sur ce qu'est une CPTS et puis pour tous ceux qui en font partie, d'aller vraiment dans le concret des actions qui concernent notamment votre profession plus particulièrement. Du coup, comme vous le savez, hein, il y a différents niveaux d'implication dans les CPTS. Donc, je vais lancer la 3e question qui va justement nous permettre de voir à quel niveau d'implication vous êtes au sein de la CPTS. Donc, est-ce que vous êtes adhérent et ou membre d'un groupe de travail et ou membre du CA et ou membre du bureau? Bien évidemment, plusieurs réponses sont possibles. On voit que vous êtes pour plus de la moitié adhérents. Également pas mal de membres de bureaux, donc directement impliqués dans la gouvernance de la CPTS, hein, qui sont présents à cette réunion. Donc 30% bureaux, 6% CA et groupe de travail. Donc voilà. Ça nous permet vraiment de voir votre degré de connaissance et d'implication. Et enfin, donc, dernière question, quel est le nom de votre CPTS? Donc là, il suffit de rentrer le nom. Voilà, on a un petit peu une visibilité des différentes CPTS présentes à la réunion. Encore une fois, hein, l'idée de la réunion, c'est vraiment que ce soit interactif hein, et qu'on soit sur ce partage d'expériences entre pairs concernant les CPTS, puisqu'effectivement, dans les différentes réunions, hein, on est toujours sur une approche pluriprofessionnelle, hein, ce qui est bien normal voilà, par rapport à l'aspect pluripro des CPTS, mais c'est aussi intéressant d'avoir cet échange dédié
sur votre profession. Donc, les CPTS présentent pour ce temps d'échange. Donc, on a CPTS Cœur de Flandre, Beaumont-Artois, Audomaroise, près de Saint-Omer, Grand Calaisis, Grand Valenciennes, Fives-lès-Mons, Vallée de la Lys, Grand Denain, Lamarque, Norraine, Trésor, Pével-Canfin, Seclin, Sud-Avesnois. On voit en tout cas qu'il y a une bonne représentativité des différents territoires de la région et également des niveaux d'avancement des projets. Donc, merci à tous d'être avec nous. On a préparé donc un petit diaporama que je vous propose de partager. Alors, hop, normalement, Donc, ça sur la va première partie s'afficher. que va traiter Juliette, c'est une présentation globale des CPTS. Donc, comme on voit que les personnes qui sont présentes, vous avez quand même une acculturation, vous connaissez déjà. On va aller vite sur ce sujet-là pour qu'on puisse se consacrer à ce moment-là beaucoup plus, qu'on prenne un peu plus de temps sur le partage d'expérience, si vous voulez bien. Tout à fait. Donc voilà, pour rappel de ce qu'est une CPTS, donc une communauté professionnelle territoriale de santé. Donc c'est une organisation pluriprofessionnelle créée à l'initiative des professionnels libéraux. Ça permet donc une meilleure coordination à la fois des professionnels de santé, mais également que vous ayez une organisation pour vous représenter et avoir une meilleure coordination avec l'ensemble des acteurs. Votre micro, Juliette, s'est éteint. À l'instant? Ok. Donc, les objectifs sont vraiment de pouvoir apporter une réponse aux besoins de santé de la population, de favoriser donc le décloisonnement professionnel et puis donc les pratiques collaboratives par une meilleure coordination des professionnels de santé et bien évidemment de retrouver un temps de soins et de l'attractivité pour les professionnels, puisqu'effectivement c'est vraiment le volet collectif de la CPTS, un peu l'union fait la force, voilà, qui permet ensemble de proposer des réponses à des problématiques qu'individuellement, on ne peut pas forcément corriger. Donc, c'est vraiment se connaître pour mieux travailler ensemble et trouver des solutions communes. Les CPTS, donc on a différentes missions qui sont vraiment dédiées aux CPTS. Tout d'abord, l'accès aux soins, notamment favoriser l'accès à un médecin traitant et organiser les soins non programmés en ville. Ensuite, on a tout le volet, l'organisation de parcours pluriprofessionnels, le développement des actions de prévention, la gestion des crises sanitaires graves, qui est une mission qui permet notamment de reconnaître toute l'implication que vous avez eue pendant la crise sanitaire. Et enfin, 2 missions complémentaires, donc la qualité et la pertinence des soins et l'accompagnement des professionnels de santé sur le territoire. Ça, c'est notamment l'axe formation et attractivité territoriale. Donc, une CPTS, c'est une association vraiment pour la population du territoire. Ce n'est pas une nouvelle structure, mais l'idée, c'est bien de mieux coordonner l'existant, voilà, en ayant cette communauté de pratiques et de mettre en place de nouvelles actions communes. Et on en parlait pour mieux notamment se coordonner avec les acteurs du territoire. Donc, en synthèse, on est bien sur une initiative des professionnels de santé libéraux. Le territoire, c'est d'ailleurs vous, et les projets que vous souhaitez, c'est les professionnels qui les définissent, dans le cadre notamment de la création du projet et tout au long de la vie. C'est une démarche inclusive, ouverte à l'ensemble des professionnels qui peuvent à tout moment adhérer justement à l'association de la CPTS. C'est une organisation souple, avec des actions qui se mettent en œuvre de manière progressive en vue d'une meilleure coordination donc avec les acteurs et pour la prise en charge de la population.
Si vous souhaitez donc aller plus loin sur à la fois les différentes étapes de création, mais surtout sur les différentes missions dévolues à la CPTS avec des exemples d'actions, on a au niveau de l'Union des URPS élaboré un guide pratique pour les CPTS Hauts-de-France que vous retrouverez donc sur notre site avec des fiches actions sur l'ensemble des missions, également sur les outils de coordination. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Il est régulièrement mis à jour en fonction aussi de l'actualité. Petit état des lieux donc des CPTS en région. On a donc actuellement plus d'une soixantaine de CPTS, une vingtaine qui sont en projet et déjà plus d'une quarantaine en fonctionnement. Ce qui nous permet aussi de pouvoir avoir ces retours d'expérience, ces partages de pratiques. Voilà. Donc à ce jour, on a 84% de la population qui est couverte par une CPTS, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et un travail est également entamé sur les territoires blancs, ce qu'on appelle les zones atones, pour justement que l'ensemble du territoire puisse avoir ce maillage en communauté de professionnels. Si vous ne savez pas si sur votre territoire il y a une CPTS, vous pouvez retrouver donc une cartographie interactive des CPTS directement sur notre site en cliquant donc sur le lien. Vous n'avez qu'à taper votre ville et vous avez donc directement le contact de la CPTS. Du coup, vous pouvez vraiment retrouver son niveau d'avancement. S'il y a un site internet, il est mis en ligne, ainsi que du coup le contact de la CPTS. Voilà, hop. Du coup, je peux vous le montrer très rapidement. Je pense que vous voyez mon écran. Voilà. Donc, parce qu'il y en avait quand même qui nous ont indiqué ne pas faire partie de CPTS ou en tout cas ne pas savoir. Alors, soit ils ne savent pas s'il y en a une, soit ils font partie de ces zones atones. Donc, en tout cas, il vous suffit de cliquer sur une CPTS. Voilà, par exemple, là, si je prends Audomaroise, on voit donc que c'est une CPTS en ACI donc, qui est en fonctionnement avec un contrat de financement pour mettre en place ces actions. On a accès à son site internet et au mail, du coup, pour contacter directement la CPTS. Pour entrer votre ville, c'est tout simple. Vous allez sur la petite loupe, vous mettez votre ville. Je fais un peu au hasard, hop. Si je prends par exemple Calais, voilà. On zoome et on a directement le contact de la CPTS. Et on voit donc l'ensemble du territoire couvert au niveau des différentes zones. Vous avez voilà, l'ensemble du territoire et le contact de la CPTS. Voilà. J'enlève le partage d'écran. Donc, ces outils, c'est également fait pour vous permettre au niveau des CPTS d'améliorer aussi, d'améliorer, en tout cas de rendre l'information de vos CPTS et de vos contacts facilement accessible pour tout professionnel qui souhaiterait rejoindre l'association. Donc, c'est pareil, n'hésitez pas à nous renvoyer les éléments qu'on puisse faire les mises à jour aussi nécessaires. Voilà. Je ne sais pas si sur cette partie, il y a des questions. N'hésitez pas. Alors, pendant toute la présentation, n'hésitez pas à mettre vos questions en fait, sur la conversation. Je jouerai les modérateurs et je les poserai en fait, et j'essaierai de les regrouper à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et ce que j'avais oublié de dire aussi, c'est que les réunions en fait, sont des réunions monopro et chaque profession va organiser ces réunions monopro dans le même espace de temps. Ça veut dire que s'il y a des dynamiques, l'objectif, c'est de recréer des dynamiques aussi au niveau local. Donc, sachez que si vous voulez discuter avec des médecins, des infirmiers, des kinés, en fait, ils auront aussi eu dans cette même période les mêmes réunions monopro spécifiques à leur profession, ce qui permettra d'initier peut-être aussi des discussions. C'est l'objectif. Et les réunions monopro, c'est aussi de permettre aussi de se dire les choses entre nous. C'est-à-dire que les difficultés que l'on peut avoir, notamment avec les médecins, si on veut des éléments de langage pour certains protocoles, des choses comme ça, c'est l'occasion d'échanger. Parce qu'on sait très bien qu'on n'aura pas les mêmes questions, les mêmes remarques à formuler qu'on est entre nous ici, entre pharmaciens, ou si c'est publiquement avec d'autres professions de santé. Donc, n'hésitez pas, on est entre nous.
Alors Fanny, vous avez fait un petit travail de recensement des actions liées avec les pharmaciens dans la CPTS. Je vous laisse présenter. Hop, alors je mets le partage d'écran. Est-ce que c'est bon, tout le monde voit du coup? Hop. Oui. Donc, au niveau des actions en lien avec les pharmaciens, alors, hop. Voilà. Donc, à savoir qu'à fin 2022, il y a à peu près 900 pharmaciens qui sont adhérents d'une CPTS. Donc, le recensement est en cours aussi d'actualisation pour avoir des données plus exhaustives courant 2024. Donc, vous vous rendez bien compte que les pharmaciens, là, à fin 2022, sont à 17% adhérents à une CPTS. Et donc, il s'agit aussi de la principale profession impliquée dans une CPTS en cohérence avec donc, les médecins et les infirmiers. Donc, on retrouve ce trio porteur, notamment de CPTS. Et donc, on a aussi également beaucoup de pharmaciens qui sont à l'initiative de CPTS. Ensuite, donc, seconde slide sur laquelle on a travaillé. Donc, à partir des projets de santé des CPTS en cours, ou déjà en cours de fonctionnement également. Donc, on a recensé les principales actions qui sont mises en place actuellement donc, dans les CPTS ou qui émanent vraiment donc, des pharmaciens. Donc, on voit bien que c'est un panel de thématiques qui émanent donc, des pharmaciens. Donc, vous avez par exemple l'insuffisance cardiaque, les cancers, la prévention, l'observance, qui est un thème aussi qui revient régulièrement. Donc voilà, donc c'était pour vraiment vous imager l'ensemble des actions qui sont portées par des pharmaciens dans des CPTS. Donc si vous avez des thématiques à nous faire part sur lesquelles vous souhaiteriez échanger là, n'hésitez pas. Donc, dans la conversation ou à prendre la parole, n'hésitez pas. Donc c'est pour ça que quand vous avez des réunions d'initiation en fait des groupes de travail en fait des CPTS, la plus-value en fait du pharmacien, vous pouvez piocher des thématiques dans ce nuage de points pour valoriser en fait le rôle en fait de pharmacien dans l'exercice coordonné. Donc vous voyez, il y a des thèmes en fait qui reviennent assez régulièrement. Je pense à la iatrogénie, c'est vraiment un sujet sur lequel on a vraiment des choses en fait à apporter et une vraie plus-value, et pour lequel on a vraiment des bons interlocuteurs. En fait, les autres professionnels de santé, notamment les médecins, sont assez sensibles à ces sujets-là, notamment. Donc, n'hésitez pas. On va passer maintenant à la phase de retour, à la présentation des retours d'expérience. Alors, je remercie beaucoup Claire et Guillaume. Donc, Claire va nous parler de la mise en place en fait d'une CPTS, c'est avec les petits écueils qu'elle a pu avoir, et la mise en place d'un protocole national, et comment la CPTS du Grand Valenciennois a traité l'accès aux soins. On sait que c'est une mission socle qui a beaucoup de difficultés. Et ensuite, on aura Guillaume qui parlera d'un protocole de coopération locale. Je vous laisserai peut-être expliquer la différence entre les deux. Je ne pense pas que ça soit clair pour tout le monde au niveau des pharmaciens. Et quelques thématiques qui ont été abordées en fait dans sa CPTS, notamment sur l'usage des antibiotiques ou les 1000 premiers jours. Et aussi, on va parler d'un parcours apnée du sommeil, juste pour illustrer un petit peu de ce qui peut être fait dans les CPTS et vous donner une sorte de méthodologie. Voilà, donc je laisse la parole maintenant à Claire. Merci beaucoup, Claire, en tout cas, d'être présente. C'est bon, vous m'entendez? Vous voyez mon écran? Alors, on voit un écran, oui. Je ne sais pas si c'est le tien. Oui, c'est le tien, oui. Parfait. Alors, bonjour à tous et merci de votre présence derrière l'écran. Donc, moi, je suis titulaire à Rem, entre Valenciennes et Saint-Amand. Et je me suis très tôt intéressée au CPTS dès 2019. Et c'est grâce à une belle rencontre avec un médecin généraliste fraîchement installé, le docteur Franzoni, qu'on a pu avancer sur le projet assez vite. La crise Covid est passée par là et ça a permis de resserrer les liens et de prendre des contacts. Pendant la crise Covid, on a créé un centre de consultation, le centre de vaccination, tout en avançant sur l'aspect administratif et rédactionnel avec la lettre d'intention, l'Assemblée générale constitutive et l'écriture du projet de santé.
Pour tout cela, on a été très bien accompagné par l'ARS et par l'URPS. Et c'est vraiment un message que je tiens à faire passer, c'est prenez des contacts auprès de nos institutions. N'hésitez pas à les solliciter. Ils ont des documents qui sont déjà préfaits, qui peuvent vous accompagner pour modifier les documents. Et c'est vraiment très important de se faire accompagner pendant cette phase de pilote. On compte aujourd'hui 260 membres, dont un bon tiers de pharmaciens. On a choisi à Valenciennes de faire adhérer les titulaires et les adjoints. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. C'est à cause des protocoles. Et on a récemment étendu notre territoire. On était sur 14 communes initialement et on a agrandi à 30 communes il y a 1 an. Alors, on m'a demandé de vous présenter un peu les points de vigilance et ce qui nous a permis à Valenciennes d'avancer bien sur le projet, avec notamment le rôle des pharmaciens. Et je dirais que c'est surtout une question de personnes. Il faut chercher et trouver les personnes qui sont soit déjà dans l'interpro, soit qui ont une écoute à l'interpro et qui sont déjà motivées ou qu'on va pouvoir motiver. Donc, dans l'équipe pilote, une dizaine de personnes, c'est suffisant. Il ne faut pas être trop nombreux non plus. Et grosso modo, l'équipe pilote deviendra conseil d'administration lors de la première AG. Dans le bureau, on va prendre les personnes qui sont les plus motrices. À Valenciennes, comme dans d'autres CPTS, on a opté pour une coprésidence, un pharmacien, médecin, donc moi-même et le docteur Franzoni. En vice-président, on a un infirmier et en trésorier, on a un masseur kiné. Point de vigilance sur le trésorier. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un de très rigoureux, de fiable, avec un esprit de gestion au cordeau et qui va avoir vraiment un esprit de gestion en bon père de famille. On perçoit de l'argent public, beaucoup d'argent public, et toutes les dépenses doivent être justifiées, justifiables. Le deuxième gros point, c'est le coordinateur. Coordinateur ou coordonateur, on peut dire les deux. Au début, on n'en a pas, parce qu'on n'a pas de financement suffisant. À Valenciennes, au début, on a choisi de prendre 2 infirmiers en pratique avancée. Ils étaient en délégation du centre hospitalier de Valenciennes, 2 jours par semaine, 1 semaine sur 2 en alternance. Autant vous dire que ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas la bonne idée. Leur bagage d'infirmier n'était pas du tout adapté à l'esprit de départ de la CPTS où on a plus besoin d'administratif. Et l'alternance de temps n'était pas adaptée. Ensuite, on a recruté un patient qu'on connaissait bien, qui connaissait très bien le système de santé, mais qui ne connaissait au contrario pas l'administration, pas l'ARS, pas l'URPS, pas les structures. Et finalement, on a trouvé notre perle rare en avril avec une personne qui a une licence et des masters en droit, santé, management, qui a travaillé en EHPAD, qui a travaillé à l'ARS. Donc vraiment, le recrutement de votre coordinateur, c'est un point essentiel pour le bon fonctionnement de la CPTS. C'est le coordinateur qui va être votre bras droit et votre bras gauche. Et c'est vraiment quelqu'un de très important à recruter. Évidemment, on est accompagné par les comptables, les experts comptables, commissaires aux comptes, puisqu'on a des budgets importants. Et puis, je réinsiste, l'URPS, l'ARS et la CEPAM, c'est vraiment très important d'avoir des contacts réguliers, ouverts et fiables avec toutes les personnes qui nous accompagnent dans ces structures. Alors, en tant que pharmacien, je dirais qu'on a plein de rôles à jouer. On est très à l'aise dans tout ce qui est rédactionnel, on est à l'aise dans la qualité et on est à l'aise également avec le droit du travail. C'est important parce que on a le coordinateur qui est salarié et on est les seuls en CPTS à avoir des équipes et donc à connaître la législation du travail, ce que les autres ne sont pas. Après l'humain, faut savoir bien s'accompagner d'outils numériques. Alors évidemment, il y a les WhatsApp, Microsoft avec le nom de domaine, la suite Office. À Valenciennes, on utilise Doctolib Team, qui est agréé données de santé, donc qui permet des échanges sur des patients.
On utilise également OmniDoc, qui est un outil de téléexpertise que les médecins utilisent notamment en dermato. Et on utilise surtout Plexus. Alors, certains d'entre vous connaissent, d'autres pas. Donc, je vais essayer d'aller pas trop vite, mais pas trop lentement non plus. Donc, Plexus, c'est un outil de coordination. Il y en a d'autres qui existent, hein. Il y a Globule, il y a Entract. C'est à chacun de faire son audit et de trouver la solution qui va être le plus adaptée à votre structure. Chaque membre de la CPTS a un compte avec des accès en fonction de son rôle dans la CPTS et de sa participation ou non aux différents projets. Donc ça, c'est mon tableau de bord qui présente les réunions à venir, les tâches à faire, mes projets favoris. On a un tableau avec tous les différents projets, avec des accès ou pas selon notre statut dans la CPTS. Le logiciel Plexus va permettre de faire des réunions, de proposer des réunions type Doodle. Dans chaque réunion, on va pouvoir insérer des documents, on va pouvoir mettre un lien de visio, on va pouvoir avoir un chat. Et ce qui est très important dans Plexus, c'est qu'on va pouvoir avoir un suivi des financements. Donc des financements par projet, avec à gauche un budget consommé sur un budget total alloué. Et on va pouvoir générer des notes d'honoraires. Donc ça, l'aspect pharmacien, il a joué aussi un petit peu. On connaît, nous, les factures, les autofactures avec les contrats de coopération qu'on peut avoir avec des labos. Les autres professionnels, eux, avoir une facture, à la limite, ça leur importait peu. Nous, pour rentrer en comptabilité, c'est juste indispensable. Et là, on a un tableau, alors j'ai flouté volontairement, avec le suivi des ACI. Donc les ACI, c'est ce qu'on perçoit à l'année par la CPAM. Et on va pouvoir avoir un suivi par mission et par projet, avec ce qui est déjà consommé et ce qui va être consommé. Les réunions, on paramètre un forfait horaire. On ne le verse pas à chaque réunion, on le verse en fin d'année, mais ça permet de budgéter déjà ce qui va être dépensé. On a un agenda. Voilà, donc c'est vraiment un outil très, très facile d'utilisation et il faut vraiment s'entourer d'outils numériques pour nous faciliter la vie. En deuxième thématique, je vais vous présenter les protocoles de coopération. Alors pour le protocole cystite, qui est un protocole national, à la CPTS Valenciennes, on l'a mis très vite en place. On a signé les missions Brown hein, qui avaient été mises en place en été 2022. Et lors de 2 soirées de formation, on a formé un petit peu moins d'une centaine de professionnels, à la fois infirmiers et pharmaciens. Alors, pour réussir la mise en place des protocoles, il y a déjà une pédagogie, un certain discours à avoir auprès des prescripteurs pour obtenir leur aval pour la délégation et obtenir leur motivation. Donc évidemment, faut leur dire que ça ne va pas leur prendre des consultations. C'est des consultations que de toute façon, ils n'auraient pas faites. Parce que c'est le soir, parce que c'est le samedi, parce qu'ils sont en vacances, parce que c'est après 17 h et que la secrétaire n'est plus là pour prendre des rendez-vous. Et la deuxième chose, c'est de mettre avant la qualité, la sécurité pour leurs patients et qu'ils vont avoir un compte-rendu derrière, qu'ils soient délégants ou pas. Le médecin traitant obtient le compte-rendu du protocole. Il faut motiver évidemment les pharmaciens à en faire par une bonne rémunération. Donc là, à Valenciennes, on a choisi une parité 20 € pour le pharmacien ou l'infirmier qui fait le protocole et 5 € pour le médecin. Et on fournit les kits. Donc les kits, on a choisi un laboratoire français que je ne citerai pas, il y en a plusieurs, mais qui permet d'avoir une hygiène vraiment top au niveau du recueil des urines. Et ce qui va faciliter la vie des pharmaciens, c'est des outils simples. Donc, des documents pré-remplis et un outil en ligne. Donc, les documents pré-remplis, les voici. Donc, tout à gauche, il y a le consentement
pour la patiente. Donc, il y a juste une case à cocher et quelques informations à donner. Au milieu, on a la prescription. Pareil, quelques informations, des cases à cocher. Et tout à droite, on a le compte-rendu pour le médecin. Donc, médecin délégant et médecin traitant du patient si le médecin traitant n'est pas délégant. Donc, l'avantage, c'est et on a mis en place un protocole en ligne, c'est-à-dire que pour réaliser le protocole, le pharmacien va se connecter sur un sondage. Si vous voulez juste me confirmer que vous voyez le sondage à l'écran, nickel, merci. Donc, en première étape, on a une identification du délégué, nom, prénom, profession, titulaire ou adjoint, d'où l'importance de l'adhésion à la CPTS en tant qu'adjoint. Globalement, c'est toujours la pharmacie qui paye l'adhésion, mais parce que la formation au protocole doit être à une personne et non pas à une structure. Donc, une adhésion, une personne, une formation. Nos médecins délégants, donc on en a une bonne dizaine. L'étape 2, ce sera la vérification de l'éligibilité au protocole, qui va reprendre tous les critères d'inclusion et les critères d'exclusion. Donc, je parlais de simplicité parce que le délégant, il a juste à suivre, à lire, à cocher, et au moins, on coche toutes les cases et il n'y a aucun critère qui peut être oublié. Donc là, je vais assez vite, je défile les critères d'exclusion, mais vous pourrez le retrouver en ligne si vous le souhaitez. Je précise qu'il n'y a aucune donnée de santé. Il n'y a pas de données de patient sur ce sondage. Ce n'est pas agréé données de santé, donc aucune donnée patiente dessus. La troisième étape, c'est l'évaluation clinique, avec un accès au volet médical de synthèse si on l'a ou pas, mais de toute façon, dans les deux cas, on pose les 5 questions sur l'aspect recueil d'informations de santé. Quatrième étape, évaluation clinique. Donc là, ça va être la réalisation de la bandelette urinaire, avec, dans la très grande majorité des cas, une bandelette qui va être positive au leucocyte ou au nitrite, sans allergie aux 2 antibiotiques recommandés. Dans les 3 cas, on remet la fiche de recommandation pour la patiente et on envoie. Je reviens ici. Hop. Donc, la grande utilité de ce protocole en ligne, c'est une facilité d'utilisation, une qualité et une traçabilité et un export en fichier Excel. Notre coordinatrice a une notification à chaque protocole réalisé, ce qui permet de bien tracer les protocoles réalisés et de pouvoir réaliser le dédommagement des délégués et des délégants tous les 6 mois. Actuellement, sur Valenciennes, ça prend beaucoup d'ampleur. Là, sur le 2e semestre, on est à pratiquement 100 protocoles réalisés. Et les vacances de Noël ne sont pas encore commencées. Et les vacances sont traditionnellement des périodes où on fait beaucoup de protocoles. Une dernière thématique que je souhaitais aborder, c'est l'accès aux soins avec les soins non programmés. Sur Valenciennes, on avait 2 médecins qui étaient très motivés pour mettre en place cet aspect de mission des CPTS, donc dès janvier 2022, avec d'abord un secrétariat téléphonique, environ 25 médecins impliqués pour en moyenne 100 disponibilités par semaine. C'est très inégal entre les médecins. Il y a des médecins qui mettent beaucoup de dispo et d'autres beaucoup moins. On n'a que 31 rendez-vous attribués par semaine, parce que finalement, on n'a pas tant de demandes que ça. Et comme partout, on a des lapins, donc on a des rendez-vous non honorés.
On est passé vers la plateforme SaaS fin 2022 avec une efficacité mitigée puisque la plateforme nationale SaaS n'est pas encore tout à fait aboutie. Il y a encore quelques critères qui nous posent souci. Et dans nos projets, c'est le développement des soins non programmés vers d'autres filières, notamment les protocoles cystites et autres par la suite. C'est-à-dire que les médecins régulateurs au niveau du SAS pourront diriger les patientes directement vers les pharmacies ou vers les infirmiers qui font des protocoles. On a également un système d'adressage par les professionnels de santé du territoire directement vers des disponibilités de médecins généralistes via un numéro qui n'est pas donné aux patients. Le souci, c'est qu'officiellement, les médecins ne peuvent pas coter le surplus d'orientation SNP quand ils sont orientés directement par un professionnel et qui ne sont pas orientés par le SAS ou par le 15. Donc ça pose encore souci. Voilà, si vous avez des questions, je vous laisse mon adresse mail et je suis disponible pour toute question dans le chat. Merci Claire. Pendant que Guillaume se prépare, en effet, il y a 3 questions. Il y avait une première question, c'était le coût de Plexus, mais je crois que c'est en fonction du nombre de professionnels. Est-ce que tu pourrais nous donner quand même pour la CPTS de Valenciennes un ordre d'idée du coût si c'est pas de mémoire, c'est entre 400 et 500 € par mois hors site internet. En fait, ils ont différents forfaits, effectivement, en fonction du nombre d'adhérents. Peut-être également un différent forfait en fonction de la taille de la CPTS. Ils sont malins, ils savent qu'on a des financements différents. Et également en fonction de certaines options, notamment le site internet. Alors, il y avait une question aussi sur la généralisation en fait, du protocole cystite qui va passer en droit commun après la loi de financement de la sécurité sociale. Et du coup, la question est de savoir si on peut encore faire des protocoles de coopération ou pas. Je ne sais pas, Claire ou Guillaume. Je sais que Guillaume connaît bien le sujet. Toi aussi, oui, Claire. Vas-y, si tu veux, Claire, mais je te laisse me compléter. Mais effectivement, oui, ce n'est pas un dispositif qui va remplacer l'autre, c'est juste un dispositif qui va coexister. Donc, il y aura toujours la possibilité de le faire sous forme de protocole de coopération. Les protocoles de coopération, c'est ni seulement pour cette thématique-là, ni seulement pour les pharmaciens. Donc, c'est un dispositif qui existera de façon plus large. Aujourd'hui, ces 2 protocoles nationaux ont fait leur temps, leurs preuves, donc passent dans le droit commun pour tous les pharmaciens, hors exercice coordonné, hors délégation de tâches. Mais peut-être que dans quelques temps, il y aura d'autres thématiques qui arriveront dans les protocoles de coopération. Mais la réponse très concrète, c'est oui, vous pourrez continuer à le faire sous ce format-là. Et pour tout vous dire, parce qu'on est entre nous, il y a certains médecins qui semblent plus emballés maintenant pour mettre en place ces protocoles-là au sein des CPTS, parce qu'il y a une rémunération qui est prévue pour eux, tandis que dans le champ conventionnel, il n'y a pas de rémunération qui est prévue pour eux. C'est un argument qui permet d'attirer les médecins aussi. Il y avait une question aussi sur la responsabilité engagée du médecin dans le cadre des protocoles. Alors, sachez qu'il faut bien voir avec vos assurances de responsabilité. A priori, la plupart des contrats s'adaptent aux nouvelles missions des pharmaciens qui évoluent, mais n'hésitez pas à réinterroger en fait vos différents assureurs par rapport à ça. Et sur la responsabilité engagée par le médecin, je ne sais pas ce que l'on peut dire finalement là-dessus. Claire, peut-être En fait, la jurisprudence est assez claire là-dessus et il y avait eu une note des syndicats à ce sujet. Tant que le protocole est bien fait, c'est-à-dire fait dans les règles, en respectant les critères d'inclusion et d'exclusion, la responsabilité du médecin n'est pas du tout engagée. La responsabilité du médecin, elle sera engagée uniquement s'il est appelé, s'il est sollicité parce qu'il y a un problème dans le protocole et qu'il ne répond pas à cette demande. Okay. La responsabilité du pharmacien sera entièrement engagée et là, son assurance risque de grincer des dents si le pharmacien ne respecte pas lui-même le protocole. S'il ne respecte pas les critères d'inclusion, s'il ne respecte pas les critères d'exclusion, forcément, il devient entre guillemets hors protocole et là, sa responsabilité est totale. Le médecin ne va pas avoir sa responsabilité engagée si le pharmacien il a fait n'importe quoi.
Et la question de Clément, c'est est-ce qu'on peut quand même appliquer le protocole si le médecin n'est pas délégant? À aujourd'hui, non, il faut un médecin délégant. Et après, quand ça rentrera dans le droit commun, on pourra appliquer le protocole. Alors, donc il faut... Vas-y, Claire. Il faut un médecin délégant, c'est-à-dire que pour votre CPTS, vous avez besoin d'un seul médecin. Ah, j'ai perdu ma caméra. Vous m'entendez toujours? Oui, on te voit. On Oui, t'entend. il faut au minima un médecin qui va prendre la délégation pour l'ensemble de la CPTS. Si on en a plusieurs, c'est mieux. Par contre, on peut prendre en charge absolument toutes les patientes depuis le décret de mars 2023. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin que le médecin traitant la patiente soit délégant officiellement à la CPTS. J'espère avoir été claire. Oui, souvent ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, si le médecin traitant du patient est disponible, on le renvoie vers son médecin traitant. S'il n'est pas disponible, souvent c'est les cas où les patients viennent directement en pharmacie pour la cystite. Là, on peut le prendre en charge. Que le médecin traitant soit sur le territoire, qu'elle n'ait pas de médecin traitant ou que le médecin traitant soit d'un autre territoire, par exemple vacances. Voilà. Donc, si le médecin traitant, il dit bah non, moi, je ne veux pas faire partie de la CPTS, les protocoles, ça ne m'intéresse pas et je ne suis pas d'accord, mais s'il est dans le territoire de la CPTS, eh ben, on peut quand même le faire. Peu importe qu'il soit dans le territoire ou pas dans le territoire, à partir du moment où on a un médecin délégant, on peut l'appliquer pour tous les patients, en fait. Voilà. D'accord. C'est juste qu'il n'aura pas ses 5 € s'il n'est pas délégant, quoi. C'est ça. C'est ça. Okay. Exactement. Bonne question. Il y a une question sur les protocoles locaux, mais du coup, Guillaume, je te laisse enchaîner. Allez, on y va. Donc, j'avais préparé. Donc, pour faire la transition, donc vous l'avez bien compris, il y a des protocoles nationaux qui sont des protocoles qui sont travaillés par le ministère avec les différentes professions. Aujourd'hui, on a 2 thématiques en CPTS qui sont les cystites et l'angine qui vont passer dans le droit commun, mais c'est un autre sujet, on vous l'a dit. Et il y a une autre valence des protocoles de coopération qui est un peu moins connue, qui s'appelle les protocoles locaux. Les protocoles nationaux, vous avez un protocole qui est pré-rédigé et les thématiques vous intéressent, vous les prenez et vous les mettez en application. Les protocoles locaux, c'est vous qui créez les protocoles. C'est-à-dire que vous identifiez une thématique. Nous, par exemple, sur la CPTS Nord-Aisne, que j'ai cofondée notamment avec le docteur Jean-Michel Ducrot, qui est l'équivalent du docteur Franzoni, mais dans ma CPTS, et tous les deux, où on a beaucoup porté le projet. On a identifié cette thématique. Lui, il en avait marre d'avoir des gens qui venaient avec des rages de dents en cabinet de médecine générale et où il appliquait un algorithme qui était toujours le même. Et il s'est dit, voilà, en plus, vous êtes ouvert plus que nous, vous pouvez faire ça très bien, ça nous dégagera du temps médical sur un territoire qui est déjà en tension. Donc, on va créer un protocole. Donc, on a identifié cette thématique qui était la douleur dentaire de façon large. Sur cette thématique-là, une fois que vous avez identifié votre thématique, ça peut être à la fois, là on a parlé beaucoup de soins non programmés, mais ça peut être des thématiques relatives à la prévention, au dépistage, pourquoi pas. Ça peut être des thématiques de soins non programmés ou des thématiques de patients chroniques. Ça peut être toutes thématiques confondues. C'est toujours l'idée de dire, il y a un professionnel de santé qui a une compétence et réglementairement cette compétence, il peut la déléguer à un autre. Là, ça peut être le chirurgien dentiste et ou le médecin qui a cette compétence en termes de traitement de la douleur dentaire, qui la délègue au pharmacien, à l'infirmier, enfin tous les professionnels que l'on souhaite. Donc, sur la douleur dentaire, on a identifié cela. Une fois que vous avez identifié cela, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en prévalence, dans les études qu'on avait montrées en soins non programmés, on avait à peu près la même prévalence que la cystite en officine, donc qui était quand même une grosse thématique. Je ne sais pas si vous avez les slides que j'avais présentés, que j'avais fait, vous pouvez les projeter, comme ça illustre un peu, sinon je peux les faire a cappella, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on a identifié cette thématique, vous avez finalement un squelette qui est préfabriqué sur le site du ministère qu'on pourra vous mettre en lien et vous devez remplir ce squelette. Donc, toujours classiquement, vous devez commencer par faire votre bibliographie. On doit s'appuyer sur des références scientifiques.
sur ces éléments-là, la HAS, éventuellement la littérature internationale. Et une fois que vous avez, voilà, donc je vous disais la douleur dentaire, on est de l'ordre de 4%, alors qu'on est sur 3% pour l'infection urinaire. Slide suivante. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus d'augmentation de passage aux urgences pour douleur dentaire. Si on prend les analyses métronidazole, pyramicine, qui est seul antibiotique, on va dire, différenciant dans l'infection dentaire. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai sujet sur la prise en charge de la douleur dentaire en ville. Slide suivante. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous faites votre bibliographie et vous constituez votre arbre, comme vous les connaissez pour la cystite et l'angine, les critères d'éligibilité qui sont les critères d'inclusion, d'exclusion. Donc, pour la douleur dentaire, par exemple, on prend les patients au-dessus de personnes qui se présentent avec une douleur dentaire. Donc, ça, c'est le critère d'inclusion. Les critères d'exclusion, c'est personnes en dessous de 15 ans, altération de l'état général. Le classique l'immunodéprimé, grossesse, infection récidivante, autre antibiothérapie. Et puis, bien sûr, les critères d'exclusion un peu plus ciblés, qui sont les gonflements anormaux et étendus, les difficultés à saliver, déglutir, qui peuvent être là de l'ordre de l'infection au tétanos, des saignements post-intervention qui là nécessiteraient peut-être une réintervention, des douleurs trop élevées et éventuellement des antécédents de prise en charge comme dans la cystite ou des sinusites maxillaires qui pourraient être des critères de gravité. Donc, voilà une petite liste, comme dans chaque protocole à l'après-vert, mais qui permettent de sécuriser notre prise en charge de façon bien plus finalement optimisée qu'on le fait actuellement au comptoir quand on a une douleur dentaire. Bien sûr, si on a un de ces critères d'exclusion, si c'est un critère d'exclusion sans astérix, on réoriente dans les 24 heures pour une prise en charge par un chirurgien dentiste ou à défaut un médecin. Et puis si on a un critère d'exclusion vitale, hein, c'est-à-dire avec une petite astérix, là bien sûr on est sur du SAS, consultation présentielle chirurgien dentiste maison de garde, ou du SAS si c'est de l'urgence vitale. Du SAS, pardon, du centre 15 si c'est de l'urgence vitale, pardon. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, une fois qu'on a pris ça, on a toujours le volet de recueil du volet de synthèse médicale. Slide suivante, qui sont les questions classiques lambda. Et puis après, on passe à l'évaluation clinique, l'anamnèse, comme on peut la donner. Donc, deux cas. Soit on a le cas où on a un abcès adjacent à la dent, c'est-à-dire en proximité de la dent, ce qu'on appelle un abcès parodontal, qui ne cesse pas au bain de bouche depuis plus de 48 heures. Donc là, ça veut dire qu'on a déjà essayé le bain de bouche. Et si éventuellement on a déjà essayé le bain de bouche, ou dans le cas de l'autre abcès qu'on appelle endodontique, qui est là l'abcès à distance de la dent. Donc, si on est dans un de ces deux cas-là, bah, il faut une antibiothérapie. Donc là, dans ce cas-là, amoxicilline en première intention. Si on n'est pas dans ces deux cas-là, donc si on est dans l'abcès adjacent à la dent de moins de 48 heures, alors là, à ce moment-là, on fait le traitement local. Hein, c'est ce qu'on fait actuellement à l'officine, on va dire, pour tous les cas, alors que dans certains cas, il faudrait une antibiothérapie. Et puis, ce que je dis souvent aux chirurgiens dentistes pour les convaincre, enfin, ce qu'on a dit et eux-mêmes me l'ont dit, c'est que souvent, quand on a des abcès qui nécessitent une antibiothérapie, de toute façon, ils ne peuvent pas effectuer un geste chirurgical tout de suite. Donc, souvent, en fait, c'est du temps consommé de chirurgien dentiste pour une prescription qui est dite type. Et derrière, on gagne du temps en quelque sorte en faisant ça, en antibiosant et en disant, bien sûr, slide suivante, allez prendre un rendez-vous chez le chirurgien dentiste dès que possible. Là, on a une fiche conseil aussi pour les patients, pour voilà, des conseils hygiéno-diététiques, à la fois pour manger, à la fois pour se brosser les dents, pour contrôler la douleur, en évitant les anti-inflammatoires, en mettant éventuellement des poches de glace. Et bien sûr, retourner chez le chirurgien dentiste pour éviter qu'on traite l'infection, mais que ça revienne et puis qu'on n'aille pas voir forcément la cause de cette infection dentaire. C'est un protocole dentaire qui avait été travaillé de base
avec différentes CPTS et différents URPS, qui aujourd'hui, c'était notre CPTS qui l'avions créé de base. Aujourd'hui, il a été diffusé dans pas mal de CPTS. Je pense qu'il y a peut-être une vingtaine de CPTS en France qui l'utilisent. Donc, ce protocole local, on peut en faire, on le partage, on pourra vous l'envoyer. Enfin, au début, il y en a un qui fait le boulot de le créer, et puis après, le but, c'est qu'il soit diffusé pour éviter de faire le même boulot. Il y a des URPS qui l'ont repris, comme l'URPS Corse, l'URPS Nouvelle-Aquitaine, on a été contacté aussi. Et peut-être, on l'espère, un jour deviendra un protocole national parce que c'est un protocole qui est extrêmement satisfaisant pour les patients, parce que la douleur dentaire, comme le porte son nom, c'est très douloureux. Pour les délégants et délégués, parce que finalement, les chirurgiens dentistes, déjà, ils n'ont pas des maisons de garde sur tous les départements. Hein. Il faut savoir qu'il n'y a que 29 départements en France qui ont des maisons de garde en chirurgien dentiste. Ce n'est pas forcément leur priorité en chirurgie dentaire. Parce que c'est des traitements souvent a posteriori. Et puis, voilà, donc ça aide tout le monde en termes de soins non programmés. Bien sûr, les produits de santé sont remboursables et remboursés dans ce cas-là, dans le cadre d'un protocole local. Donc, si vous avez d'autres idées, nous, on a créé une petite communauté de partage informelle entre nous. Vous pouvez les mettre en œuvre en protocole et puis après les partager avec d'autres CPTS. C'est ce qu'on a fait. Donc voilà, on a identifié avec CPTS une quinzaine de motifs. Ça peut être l'infection, la conjonctivite bactérienne, ça peut être la douleur dentaire, ça peut être la plaie simple, ça peut être voilà, plein de choses en termes de prévention, dépistage sans non programmé ou finalement prise en charge de pathologies chroniques. Sur les autres éléments et pour tenir le timing du 13h30, sur le bon usage des antibiotiques. Donc là, je vous ai présenté un des chevals de bataille dans la CPTS qui sont les soins non programmés. Comme Claire vous l'a dit, elle a très bien exprimé, je suis tout à fait d'accord. On n'a pas la même taille de CPTS, mais en tout cas, on a la même approche sur ces soins non programmés. Le deuxième élément qui nous tenait à cœur dans la CPTS, c'était tout ce qui était sur la pertinence, la qualité des soins, et notamment le bon usage des antibiotiques et de façon plus générale des anti-infectieux. On avait commencé ça lors de la sortie du Paxlovid, pour ne pas le citer, je ne connais pas le nom en DCI, vous m'excuserez, où on avait finalement fait un cercle de pairs pour travailler sur la prise en charge optimisée des patients atteints de Covid. Et où les pharmaciens avaient formé les médecins sur ce nouvel antiviral. Et on s'était rendu compte que grâce à ça, tous les médecins du territoire étaient en capacité et ont au moins prescrit une fois le Paxlovid. Et c'était une chance pour les patients parce que c'était un médicament qui avait un impact vraisemblable sur la prise en charge des patients. Et ça, c'était un premier élément qui nous a dit qu'il fallait qu'on continue sur les anti-infectieux de façon générale, et notamment sur l'antibiorésistance, où on travaille à la fois en cercle de pairs, c'est-à-dire qu'on échange nos bonnes pratiques, donc à la fois les médecins entre eux, à la fois les pharmaciens entre eux. Ça permet de sensibiliser les confrères, notamment on a quelques thématiques phares, on a abordé les fluoroquinolones. Quand est-ce qu'on prescrit ou qu'on ne se prescrit pas des fluoroquinolones? Quels sont les risques et les avantages et les risques? Parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de professionnels voient que les avantages de traiter large avec le bazooka, mais ne voient pas forcément les risques, à court terme pour le patient ou à moyen terme pour l'écosystème. Ça peut être un premier élément. Le deuxième élément, c'est quels sont les outils d'aide au bon usage. Donc nous, on est des gros pourvoyeurs de tests, c'est-à-dire qu'on fait la promotion dans la CPTS à la fois du test angine, du test Covid, grippe et VRS, des différents tests qu'on peut effectuer à la fois en point of care testing, c'est-à-dire au test au plus près du patient, mais aussi éventuellement en biologie avec des antibiogrammes ciblés, des choses comme ça, qui peuvent être utilisés s'ils sont utilisés de façon pertinente. Tout ça pour dire qu'on a réussi à embarquer tous les confrères, notamment avec la CPTS qui les forme, notamment avec la CPTS qui les engage dans ces éléments-là, où tous les médecins généralistes aussi aujourd'hui du territoire font du testing au quotidien, les pharmaciens c'est pareil, les infirmiers c'est pareil. Donc on sait que ça permet de fiabiliser
le diagnostic et la dispensation autour de ces outils-là. On a aussi fait la promotion de d'autres outils d'aide à la prescription, que ce soit antibiotiques, que ce soit la diffusion de fiches pratiques de bon usage, ou par exemple d'outils qui sont vecteurs de pédagogie. Les TROD sont très pédagogues pour les médecins, mais aussi pour les patients. C'est-à-dire que quand on présente un résultat aux patients en disant « regardez ça », jamais ils demandent d'antibiotiques parce qu'ils voient que c'est viral. Finalement, on a aussi fait la promotion des ordonnances de non-prescription d'antibiotiques qui sont aussi des éléments intéressants pour les patients. Pourquoi pas? Donc, une grosse thématique qui est très rassembleuse, qui permet aussi de réfléchir ensemble, que sont les anti-infectieux et qui sont un enjeu majeur selon moi pour notre avenir. Sur les 1000 premiers jours, on est un territoire où on a 34% de la population qui est sous le seuil de pauvreté, des grosses difficultés en termes de littératie, notamment pour les jeunes parents, qui sont souvent jeunes parents très, très jeunes. On est ancienne région ouvrière, un schéma de reproduction sociale qui est infernal pour nous, professionnels de santé, où finalement les bébés Coca-Cola et les dents de lait Carrier, on les voit sur notre territoire en fait. Derrière ça, on s'est dit, bon, en tant que professionnel, on est là que pour mettre un pansement sur une hémorragie, donc comment agir notamment sur les 1000 premiers jours. Donc, on a mis en place des ateliers gratuits d'éducation thérapeutique pour les mamans, où on a la sage-femme qui intervient, le kiné qui intervient, le pharmacien qui intervient, où on a tous les professionnels de santé qui interviennent sur des thématiques. On essaie d'attirer les jeunes parents. On fait aussi éventuellement la sortie des écoles de temps en temps pour aller vers les jeunes parents. On sensibilise aussi les lycéens, parce que nous, les mamans sont souvent des lycéennes. On sensibilise les lycéennes du territoire, on les forme aux bons gestes et aux bonnes pratiques, tout ça tout en restant dans une prévention positive et intuitive et pas moralisatrice. Sur le dernier point, l'apnée du sommeil. Donc nous, on a un territoire à 40 minutes de Saint-Quentin, qui est le GHT de référence, où on a plus que deux pneumologues qui ont tous les deux plus de 70 ans. Autant vous dire que l'accès à la pneumologie, et tout particulièrement à l'apnée du sommeil, qui est une thématique, si on n'est pas sensibilisé, on ne fait pas attention, alors que les conséquences sont lourdes. Aujourd'hui, on estime qu'il y a autant de patients traités par l'apnée du sommeil qu'autant de patients non diagnostiqués. Donc, pour vous dire l'échelle, et tout ça, ça représenterait à peu près 6 millions de personnes. Donc, une personne sur 10 aurait de l'apnée du sommeil. Et on a un territoire, beaucoup de comorbidités. On s'est dit, voilà, cette thématique, elle nous paraît intéressante, à la fois intéressante parce que ça permet de changer de son quotidien, à la fois les médecins de faire une surspécialité, éventuellement une sous-spécialité, on l'appelle comme on veut, les pharmaciens de travailler en bonne coopération et de se former sur cette thématique-là. On a mis aussi les chirurgiens dentistes pour les orthèses, dans certains cas, dans la boucle, et les orthophonistes pour la rééducation. Et on a créé un parcours de proximité entre médecins qui font le dépistage, pharmaciens qui équipent lorsque c'est une PPC, donc une machine à pression positive continue pour le patient. Et puis, toujours dans cette idée-là, tous les professionnels de santé peuvent prédépister ou repérer précocement dans leur patientèle avec un questionnaire très simple, tous les patients qui pourraient rentrer dans ce parcours de proximité. Et depuis qu'on l'a mis en place, donc on avait un médecin au début, après 2, après 3, là on va en avoir éventuellement un 4e qui va se former. Sur 12 médecins, c'est quand même intéressant, on est une petite CPTS. Les pharmacies, on en avait 3, là on en a 3 supplémentaires qui rentrent dans la boucle et on espère 3 encore pour l'année d'après. On a 11 pharmacies en tout. Tout ça pour vous dire que c'est un sujet qui est assez fédérateur, qui est nouveau, qui permet de travailler de façon intéressante et puis qui a un impact très concret sur la vie des patients quand on les écoute et qui permet d'avoir une action
bonne pour les patients, bonne pour les relations avec les médecins et puis aussi bonne pour l'activité de la pharmacie. Voilà, de façon générale, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde sur cette thématique qui est l'apnée du sommeil. On t'entend pas, Grégory. Oui, mais mon micro, mais merci beaucoup Guillaume. Quelques petites questions là en vrac. Le financement justement pour les protocoles locaux. Oui, le financement pour les protocoles locaux. Donc aujourd'hui, les protocoles nationaux, c'est 25 € financés par la CPAM que vous proratisez comme vous le voulez. Pour les protocoles locaux, c'est sur du FIR, donc Fonds d'investissement régional, qui est une demande à faire auprès de l'ARS. C'est aussi 25 € que vous proratisez comme vous le souhaitez, mais actuellement, c'est 2 organismes payeurs différents. Voilà. Bon, après, on sait que les ARS, il y a certains protocoles, enfin voilà, ils ont été un petit peu, voilà, un peu pingres pour financer quelques protocoles locaux. Sachez qu'en inter-URPS, on appuie. Il y avait une question, est-ce qu'il faut avoir obligatoirement un chirurgien dentiste pour mettre en place un protocole sur les urgences dentaires? Non, on peut avoir un médecin. L'ARS ne va pas trop aimer, mais réglementairement, on peut seulement avoir un médecin parce que lui a la compétence de prescription de l'antibiotique et la compétence déléguée. Voilà. Et donc après, en effet, les groupes de travail en fait, que Guillaume a mis en place sur l'antibiorésistance, on peut très bien prendre d'autres thématiques et travailler ensemble sur cette thématique-là. Priscille suggérait notamment de la prise en charge du diabète avec les pénuries de médicaments, des choses comme ça. Et c'est vrai que en fait, il faut chercher des thématiques. Très bonne idée, exactement. En fait, au départ, il faut susciter l'appétit des autres professionnels de santé, il faut essayer de trouver justement des sujets qui arrangeraient tout le monde. Et de là, après, de fil en aiguille, on arrive à construire des choses. Voilà, et en prenant des besoins, ça marche bien. Et une question, en fait, sur la formation, les soirées de formation, d'information sur les antibiotiques, c'était sous quel format? C'était du pluripro présentiel, de la visio? Tu avais fait ça comment? La première fois sur le Paxlovid, c'était du distanciel. On était en période Covid, etc. On évitait de tous se rassembler professionnels du territoire dans la même salle. Et puis après, les autres journées, c'était du présentiel où on avait souvent un médecin, un pharmacien et éventuellement on a une biologiste où on préparait l'intervention ensemble. Et puis après, c'était de la transmission entre pairs dans un premier temps avec une partie un peu plus théorique, formation. Et puis après, on était sur un deuxième temps d'échange de pratiques et de manipulation, éventuellement quand on avait des TROD pour montrer comment on pouvait réaliser ces TROD. Voilà. Parfait, merci beaucoup. On a déjà dépassé l'horaire, donc je vais aller vite sur la partie suivante. Vous savez que l'URPS a mis en place pas mal d'actions. On est un bon creuset en fait d'expérimentation dans les territoires. Donc, on a plusieurs actions en fait en cours. N'hésitez pas aussi à vous inspirer de ces actions-là pour justement les appliquer en fait dans vos CPTS ou être force en fait de proposition. Guillaume a parlé mis le premier jour. On travaille beaucoup sur cette thématique-là avec beaucoup de webinaires qui sont disponibles d'ailleurs sur notre site internet. Parce qu'on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là les années précédentes. Là, on va travailler sur un autre sujet dans le cadre de la santé environnementale. Le repérage de l'ostéoporose, ça, c'est un sujet aussi qu'on expérimente dans certains territoires et avec, pour le coup, qui a une rémunération dans le cadre du FIR aussi, le fonds d'intervention régional. Un projet Optimed, en fait, pour mettre en valeur, en fait, notre compétence pour lutter contre la iatrogénie avec les bilans partagés de médication. Donc, c'est un appel à projet qui a été lancé, en fait, dans un appel à manifestation d'intérêt qui a été proposé en fait à des structures d'exercice coordonnées ou pas. Donc là, qui va se mettre en place à la fin du premier trimestre de 2024. Le dépistage du risque cardiovasculaire qui est toujours en cours en fait dans certains territoires et l'accompagnement du sevrage tabagique, voilà, qui est mis en place dans très peu de territoires. Mais voilà, n'hésitez pas, vous pouvez vous inspirer de ces thématiques-là. Et en tout cas, nous, on reste à votre disposition au niveau du RPS pour vous filer tous les tuyaux et les renseignements. N'hésitez pas à nous contacter. Ensuite, on a des actions. Fanny va vous rappeler rapidement en fait, ce que fait concrètement l'union des URPS et l'URPS pharmacien en fait, pour accompagner en fait, les projets. Rapidement, du coup, Fanny, s'il vous plaît. Je ne sais pas si on voit encore du coup le partage d'écran ou Juliette, peut-être que tu peux reprojeter. On ne voit pas le partage, mais on vous entend bien. Bon, très bien.
Oui, donc du coup, au titre de l'URPS pharmacien, on fait partie de l'Union des URPS Hauts-de-France qui accompagne bien entendu les CPTS, comme vous avez pu voir déjà à plusieurs reprises lors des présentations des intervenants. Donc, au titre voilà, de l'URPS pharmacien, on accompagne tout au long de la vie des CPTS, donc que ce soit l'accompagnement des projets de CPTS, bien entendu dans le cadre de l'inter-URPS. On appuie également au fonctionnement des CPTS et au déploiement des actions. Donc, il y a des ateliers inter-CPTS, des newsletters, donc les échanges, voilà, comme par exemple actuellement ce webinaire. On a tout un catalogue d'actions aussi. Et bien entendu, vous avez dû aussi probablement y participer, donc qui est donc l'organisation, les journées régionales CPTS auxquelles vous avez peut-être participé et donc pour laquelle on participe vraiment activement à l'organisation. Et peut-être pour compléter, puisqu'actuellement, on est en train vraiment de recenser les actions au niveau régional faites par les CPTS, notamment celles qui fonctionnent bien. L'idée, comme on l'a dit, c'est vraiment d'être dans cette capitalisation, voilà, et de vous apporter aussi les outils qui vous permettent de rentrer en contact avec les CPTS qui ont mis en place tel ou tel type d'action sur ces thématiques. Donc voilà, vous allez recevoir un mail par la personne qui vous accompagne pour justement actualiser ce catalogue d'actions et favoriser les partages. Parfait, merci beaucoup. J'espère que ce temps d'échange vous a plu. Alors c'est vrai qu'on a voulu en fait vous donner des billes, de montrer un peu ce qui existait pour vous donner des arguments après dans les territoires. On a bien conscience qu'on n'est pas exhaustif, qu'on a été aussi un peu vite sur certains sujets. N'hésitez pas à nous faire savoir vos attentes par rapport à différentes choses. Donc on a mis un petit questionnaire en ligne, là, n'hésitez pas à répondre dans la partie conversation. Je pense qu'on essaiera de refaire ce type de réunion-là en faisant partager des projets dans d'autres CPTS. Je voyais Sébastien dans le Domarois qui nous parle de son expérience en fait sur les protocoles dentaires. D'ailleurs, ils étaient assez références là-dessus dans le Domarois, où ils utilisent notamment Bimedoc comme outil de support. Ça fera peut-être l'objet aussi d'une présentation pour montrer à partir d'une même thématique comment ça peut être traité différemment dans d'autres CPTS. Enfin, voilà, on va essayer de s'adapter. Voilà, moi, je crois beaucoup justement à ce partage d'expérience pour pas qu'on soit vraiment tout seul, parce qu'on sait très bien dans les premières réunions, c'est pas évident, et avoir les bons éléments de langage vis-à-vis d'autres professionnels de santé, c'est un petit peu, c'est pas facile aussi. Donc voilà, c'est l'objectif de ces réunions monocro. Écoutez, merci beaucoup. On a tenu le timing, c'est midi, c'était 13h45 pour à 10 minutes près. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup et on essaiera de réorganiser d'autres réunions. Et n'hésitez pas à exprimer en fait vos besoins. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci à tous, à bientôt.